La Voulte, Quillan, Carmaux, Lourdes, Vienne, toutes ces villes ne vous sont pas familières ou vous ne voyez pas le lien avec le rugby. Pourtant, les clubs de ces villes ont réussi à remporter le trophée le plus convoité de France, celui du bouclier de Brennus. Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale. Je suis très content de vous retrouver afin de faire le point aujourd'hui sur ces clubs oubliés du championnat de France, mais qui ont remporté ainsi le bouclier de Brennus. Ainsi, je vais vous inviter à revenir vers le passé, à cette époque où le professionnalisme dans le rugby n'existait pas et ainsi on pouvait voir des petits clubs de ville affronter des grandes écuries du rugby comme Agen, Toulouse ou encore Montferrand. Alors oui, avec le rugby professionnel, on a pu voir des clubs qui étaient vraiment très importants dans le passé, comme le Stade Français revenir avec Max Guadini, ou encore le Racing Club de France revenir avec Jackie Lorenzetti et devenir le Racing 92, ou encore Toulon briller avec Mourad Boudjelal. Mais ce n'est pas le cas de tous les clubs et on a des clubs aujourd'hui qui ont été champions de France et qui sommeillent aujourd'hui en fédéral. Car avec le passage au professionnalisme, la première division française de rugby s'est peu à peu restreinte. Puisqu'il faut savoir qu'avant on avait 40 voire 80 clubs qui étaient engagés en première division et qui pouvaient ainsi remporter le bouclier de Brennus. Et dans ces 40 voire 80 clubs dans l'élite, on n'avait pas seulement des clubs de grandes villes du sud-ouest, on avait aussi des clubs de petites ou moyennes villes, avec notamment Montchamin en Bourgogne, Saint-Claude dans le Jura ou encore Château-Renard près d'Avignon. Et parmi ces clubs de petites et moyennes villes, il y a des clubs qui ont réussi à se hisser dans les phases finales et même remporter le bouclier de Brennus. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Jean et Maurice Prat, Michel Crost, Jean Barthes, Jean Gachassin, Pierre Berbizier ou encore Jean-Pierre Garouet, toutes ces légendes du rugby français ont en commun d'avoir joué pour l'un des plus grands clubs du rugby français qui est aujourd'hui oublié, le Football Club de Lourdes. Car oui, Lourdes, ce n'est pas seulement une ville de pèlerinage, c'est aussi un des plus gros palmarès du rugby français avec notamment 8 boucliers de Brennus dans la carrière du club. Et seulement 5 clubs ont réussi à faire autant, voire mieux, dans l'histoire du championnat de France encore aujourd'hui. Car Lourdes, c'est l'un des clubs phares, voire le club phare d'après la Seconde Guerre mondiale. Puisque ce club a disputé ainsi 11 finales du championnat de France, mais a remporté également 6 challenges de Yves Dubanoir et 2 Coupes de France entre 1945 et 1968. Ainsi, Lourdes est un club à l'avant-garde qui détonne ainsi pour son époque, avec un jeu qui est très léché, un jeu qu'on va appeler le jeu à la lourdaise, un jeu d'attaque qui est vraiment très beau à voir, avec notamment les avants qui prennent part vraiment place au jeu et qui va être élaboré vraiment par les joueurs et les entraîneurs de ce club et qui va ainsi permettre à l'équipe de France et au rugby français de progresser dans les années 40, 50 et 60. Et il est impossible d'évoquer le Football Club lourdais sans évoquer son joueur emblématique et qui était aussi le joueur emblématique de l'équipe de France des années 50, Jean Prat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Prat c'est un troisième ligne mais qui était aussi un très bon buteur et un marqueur d'essai formidable et qui est un joueur extraordinaire de cette époque. Il a ainsi permis à Lourdes de remporter de nombreux titres, mais également en tant que capitaine de l'équipe de France, il a emmené l'équipe de France vraiment dans les stratosphères du rugby, puisque c'est grâce à Jean Prat que l'équipe de France a gagné son premier match contre les All Blacks en 1954. D'ailleurs, en 1954, c'est l'année où l'équipe de France remporte son premier tournoi des 5 nations. Et d'ailleurs, on peut évoquer qu'en 1957, l'équipe de France bat à plat de couture l'Australie 19-0 avec
7 lourdés dans l'équipe de France. Mais malheureusement, ce club n'arrive pas à réitérer ses exploits et peu à peu décline. Et voire dans les années 90, descend en division inférieure. Et en plus, avec des problèmes financiers, ce club ne réussit pas à rejoindre ainsi l'élite. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce club qui a remporté l'Uli Brennus, qui a eu un palmarès incroyable, qui a révolutionné le rugby français. Et pourtant, aujourd'hui, ce club, il se situe en Fédéral 2. Si Vienne est une ville assez grosse et assez connue, peu de gens savent que cette ville a aussi remporté le Brennus, car le club sportif Vienne Rugby, emmené par son entraîneur Jean Etcheberry, qui était un ancien grand international français, a réussi à se hisser en 1937 pour sa première finale et à la remporter. Et devinez contre qui? L'AS Montferrand. Alors oui, aujourd'hui l'ASM Clermont réussit à remporter des finales et des titres. Mais il faut dire quand même que pendant longtemps, elle a eu cette image d'éternelle finaliste du championnat de France. Et ça a commencé à cette époque, puisque l'année précédente, 1937, ils se sont retrouvés face à Narbonne et ont perdu leur première finale du championnat de France. Et ici, ils vont perdre leur deuxième finale de suite face à Vienne. Puisque même si les Clermontois ont réussi à mener pendant le match 7-0 avec un centre qui joue sur une jambe et une équipe qui est de plus en plus fébrile, les Viennois réussissent ainsi à revenir au score et à remporter leur seul bouclier de Brennus pour leur seule finale. Et c'est la véritable consécration pour ce club qui ne réussira pas ainsi par le futur à réitérer cet exploit, mais aujourd'hui ils évoluent quand même à un niveau qui est vraiment très bon, celui de la Fédérale 1, et même gardent en tête cet exploit puisqu'ils ont renommé le stade Jean Etcheberry, en image ainsi à l'entraîneur vainqueur du Brennus. Remontons encore dans le temps et parlons d'une petite bourgade, celle de Quillan, qui a seulement 3000 habitants, et pourtant en 1929, cette commune de l'Aude a réussi à remporter le bouclier de Brennus. Et dire que certains aujourd'hui se moquent de Oyonnax et de Castres. Et si cette petite bourgade a réussi à se hisser si haut, c'est surtout grâce à son président, Jean Bourrel, qui est un entrepreneur dans la chapellerie et qui a réussi à faire de ce club un grand club du championnat de France dans la fin des années 20. Comme quoi, il n'a pas fallu attendre le professionnalisme pour voir des présidents de clubs qui étaient des grands mécènes et entrepreneurs français. Car à cette époque, si le professionnalisme était formellement interdit jusqu'en 1995, existait quand même l'amateurisme marron. L'amateurisme marron, c'est quoi? Eh bien, les clubs pouvaient attirer des joueurs qui venaient de villes très éloignées, d'autres régions, simplement par rapport à leur entreprise, par rapport à leur secteur économique. C'était très simple, on ne payait pas les joueurs directement puisque c'était interdit par les règles du rugby à 15, mais cependant on pouvait leur donner de l'argent pour des défraiements, également surtout on pouvait les payer en nature, et aussi on pouvait surtout les employer dans les entreprises locales, mais des fois c'était quelque peu des emplois fictifs, il faut le dire. Ainsi, les Saracens n'ont fait que remettre au goût du jour cette recette vieille du rugby. Cette méthode était ainsi bénéfique à la fois pour les clubs, pour les joueurs, mais aussi pour les entreprises et les présidents. Notamment le président de Quillan osa dire devant un journaliste: je suis certain d'avoir plus de publicité en disputant le titre de champion de France qu'en placardant des affiches dans tout le pays. Et grâce à cette méthode, le chapelier entrepreneur Jean Bourrel réussit à attirer des joueurs de cette région, notamment venant de la grosse ville de Perpignan, qui est un grand club de rugby à cette époque, et réussit à faire de ce club un grand club à la fin des années 20. Ainsi, l'US Quillan se hisse pour la première fois de son histoire en 1928 face à Pau, mais
perd cette première finale et en 1929, il se retrouve à la fois aussi en finale mais face à un autre club de l'Aude, celui de Lézignan, et remporte cette finale, cette fois-ci 11-8. On est ainsi au summum du rugby clocher. Ainsi, si le club réussit à nouveau à se hisser en finale en 1930 face à Agen, ils perdent cette finale et déclinent peu à peu, même s'ils retrouvent l'élite dans les années 60 et 70. Mais peu à peu, le club décline et aujourd'hui, il se situe au niveau de la Fédérale 3. Autre ville industrielle qui a réussi à se hisser en tant que champion de France, celle de Carmaux dans le Tarn. Alors pour les amateurs d'histoire, Carmaux c'est la ville de Jean Jaurès et c'est connu notamment pour son industrie minière et pour la verrerie. Ainsi son club, l'US Carmaux, est né en 1940 de la fusion entre deux clubs antagonistes. D'une part avec l'Olympique, le club des patrons, et le club communal qui est celui des mineurs, et a réussi à se hisser en finale en 1951. L'US Carmaux retrouve en finale Tarbes et réussissent à remporter le match 14-12 alors que cette équipe n'a pas d'international et notamment on retrouve 5 mineurs dans les titulaires et remporte ainsi cette finale grâce à son troisième ligne Louis Aoué qui a inscrit tous les points de ce match. Ainsi, on pouvait dire que dans les années 50, il était commun de voir des troisième lignes marqueurs d'essai et aussi buteurs. Mais malheureusement, la crise industrielle des années 70 plonge le club dans le déclin et le club ainsi descend de division en division et se trouve aujourd'hui en promotion honneur. Au moins ce club aura eu l'honneur de former le grand demi d'ouverture du Grand Chelem de 1977 de l'équipe de France, Jean-Pierre Romeu et sa sémillante moustache. Dernière petite ville à avoir marqué le rugby hexagonal de son empreinte, celui de Lavoult-sur-Rhône, petite bourgade de l'Ardèche de 5000 habitants et qui était pourtant un des grands clubs du rugby français pendant les 30 Glorieuses. Car si ce nom-club vous dit rien, aujourd'hui ça a été quand même un très grand club. À cette époque, il a réussi à se qualifier 20 fois en phase finale et a accueilli des joueurs emblématiques de l'équipe de France, notamment les frères Cambera-Béraud, mais aussi Jacques Faurousse, et même aujourd'hui, c'est le club formateur de Kevin Gourdon. Mais à l'instar des autres villes que j'ai citées dans cette vidéo, cette ville réussit à se hisser et à se structurer dans le championnat de France grâce à son industrie, ici l'industrie textile de Rhône-Poulenc qui donne directement sur le stade et ainsi a pu attirer notamment les frères landais Cambera-Béraud. Et après plusieurs années à avoir bataillé dans les phases finales, ils arrivent en 1970 pour leur seule finale face à qui? Allez, là c'est facile, l'AS Montferrand. Ainsi, Lavoult remporte cette finale face aux Auvergnats et notamment ça a été un match qui a été vraiment très âpre et il y a eu seulement un essai, 3-0 puisqu'à l'époque les essais comptaient pour 3 points seulement et qui a été inscrit par Renaud Vialard et qui était ainsi prof d'EPS dans son état. Ainsi, c'était vraiment une époque très différente où on pouvait voir des professions comme des professeurs d'EPS marquer de son empreinte le championnat de France en marquant l'essai vainqueur permettant à son équipe de remporter la finale du championnat de France. Et malheureusement, aujourd'hui, ce club n'existe plus puisqu'il y a eu énormément de fusions à partir des années 2010 et aujourd'hui Lavoult sportif n'existe plus dans son état actuel, même si un autre club de Lavoult a été créé il y a quelques années et ainsi malheureusement ce club qui a marqué les 30 Glorieuses et le rugby français n'existe plus aujourd'hui. Ainsi, tous ces exemples peuvent nous paraître très lointains et surtout avec le professionnalisme
aujourd'hui, mais ainsi à l'époque, avec la formule de l'élite de la première division française avec 40 à 80 clubs, on pouvait voir des petites bourgades se structurer et ainsi se structurer autour de leur industrie et concurrencer les grosses écuries de l'époque comme Toulouse, Montferrand, Agen ou encore Béziers. Et cela montre aussi que la crise industrielle des années 1970 a marqué profondément ces clubs de petites et moyennes villes et qui tournaient autour de leur entreprise, même si aujourd'hui on a encore l'association entre Pierre Fabre et Castres et aussi entre Michelin et Clermont-Ferrand. Aujourd'hui on trouve surtout des gros PDG qui sont propriétaires des clubs et qui veulent en faire des grosses écuries. Ainsi aujourd'hui ce rugby de clocher peut paraître vraiment très lointain face au rugby professionnel, des grands présidents autour des grands clubs, mais en tout cas montre très bien qu'avant le professionnalisme existait véritablement un rugby de clocher qui pouvait se hisser ainsi jusqu'en finale et voire remporter le bouclier de Brennus. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, vous abonner. Merci pour votre soutien. C'était le Coq Ovale. À la prochaine.